Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons, je dis nous, puisque vous savez que ce soir, nous serons deux intervenants qui avons partagé l'écriture d'un même livre que je vais vous montrer d'ailleurs dans un instant dans mon diaporama. Donc, ces deux conférences auront pour thème la couleur politique, les implications politiques de la lutte contre les vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, c'est-à-dire depuis l'invention des vaccins et même d'ailleurs avant l'invention des vaccins, avec l'inoculation variolique, jusqu'au réseau anti-vax contemporain. Donc je vais lancer mon diaporama, que je vais vous montrer d'ailleurs dans un instant dans mon diaporama. Donc ces deux conférences auront pour thème la couleur politique, les implications politiques de la lutte contre les vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, c'est-à-dire depuis l'invention des vaccins et même d'ailleurs avant l'invention des vaccins, avec l'inoculation variolique, jusqu'au réseau anti-vax contemporain. Donc je vais lancer mon diaporama. Voilà. Alors, je m'appelle Laurent Rivigno, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Et donc en 2019, nous avons publié avec ma collègue biologiste Françoise Salvadori un ouvrage sur l'histoire du mouvement anti-vaccin, de la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Vendémiaire. Alors, pour comprendre un petit peu cette nébuleuse anti-vax, ou en tout cas les principaux arguments, c'est le cœur de notre ouvrage, a consisté à dégager en fait 4 thèmes qui sont les thèmes dominants dans l'argumentaire des anti-vaccins. Ces 4 thèmes étant d'une part un thème religieux, de rapport, si vous voulez, à la prédestination, le rapport à la maladie et à ce que ça représente donc en termes de destin. Un thème qui tourne autour de la nature, où la vaccination est vue comme un procédé artificiel qui s'oppose à une situation naturelle qui est celle de la maladie, qui fait que finalement, chez les anti-vaccins, on en vient à préférer le mal naturel au remède artificiel. Une thématique aussi que l'on trouve dès l'origine, mais qui existe de manière très forte aujourd'hui, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler l'alterscience, c'est-à-dire des théories alternatives concernant, par exemple, les théories de défense immunitaire. Qu'est-ce qui définit exactement la bonne ou la mauvaise santé? Et donc, en fonction des choix qui sont faits justement sur des théories alternatives, on peut en venir à contester l'utilité et l'intérêt des vaccins. Et enfin, un dernier thème que l'on a appelé le thème politique. Alors justement, on verra dans nos deux conférences que la politique est partout, si on peut dire, mais ce qu'on a appelé le thème politique proprement parlé, c'est la question du rapport du citoyen à l'État, notamment à travers les lois d'obligation vaccinale. Donc ça, depuis le milieu du 19e siècle, à peu près, la plupart des États occidentaux ont mis en place des lois qui obligent à se faire vacciner, et donc ça a suscité un certain nombre de réactions qui sont des réactions effectivement politiques, mais cette dimension politique, on la retrouve aussi, on va en reparler dans les aspects religieux, on la retrouve aussi dans le rapport à la nature, peut-être un peu moins sur le thème de l'alterscience, parce que dans le thème de l'alterscience, il y a en fait aussi bien des gens de droite que de gauche, on va dire, mais autour de cette alterscience aussi, on retrouve des théories conspirationnistes ou complotistes, bon, qu'on peut classer politiquement, mais la couleur est moins marquée. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire les vaccins avant les vaccins, une sorte de vaccin archaïque, si on peut dire, que représente l'inoculation. Et donc ce débat, il a lieu au XVIIIe siècle. Ici, vous avez un tableau qui date de 1807, donc qui en toute probabilité représente plutôt une vaccination générienne, mais il y a très peu d'images représentant le geste de l'inoculation.
donc celle-ci en étant, puisqu'en fait, si la méthode change, le procédé est quasiment le même. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste, donc, on le voit sur cette image, à faire une petite scarification avec un petit scalpel qu'on appelle une lancette, pour introduire dans le corps, généralement, vous le voyez aussi ici, d'un enfant, du pus variolique. Alors ce pus variolique, il a été séché et c'est justement grâce à ce prélèvement fait sur la pustule d'un enfant malade, communiqué ensuite à un enfant sain, mais après que donc le pus est séché et qu'on l'ait mélangé à une sorte de petite substance liquide et qu'on l'ait introduit dans l'organisme via cette scarification, ça suscite dans le corps une forme de réaction immunitaire qui permet d'atténuer, si vous voulez, l'effet du virus variolique. Donc cette méthode totalement empirique qui consiste à communiquer en fait la variole sous une forme qu'on pourrait appeler atténuée pour, on dirait aujourd'hui, provoquer une réaction immunitaire, et donc se prémunir contre une forme violente de variole. Cette méthode, elle a été observée pour la première fois en Turquie par plusieurs médecins et puis par la femme de l'ambassadeur anglais à Constantinople, qui est Lady Mary Montagu. Et elle observe donc cette pratique dans les hammams de la ville, pratiquée d'ailleurs, méthode qui est pratiquée par les femmes dites levantines, c'est-à-dire des chrétiennes, hein, puisque vous savez que Constantinople était l'ancienne Byzance, et elle apprend donc grâce à cette méthode totalement empirique, encore une fois, on peut se prémunir contre la variole sévère, la variole qu'on n'attardera pas bientôt à appeler naturelle, par cette méthode donc qui va s'appeler bientôt variole artificielle. Et Lady Montagu est particulièrement préoccupée par cette maladie, parce que c'est une maladie qui tue dans un cas sur 5. Elle a perdu son frère, elle-même a été malade, elle a très peur pour ses enfants, et donc elle décide de faire inoculer son fils et sa fille. Et en rentrant en Angleterre, elle fait la promotion de cette méthode. Donc c'est la raison pour laquelle vous la voyez ici représentée dans un portrait à la turque, hein, un turban en fait, qui évoque justement son séjour à Constantinople. Donc cette méthode inoculatoire, elle conquiert, si on peut dire, rapidement la bonne société anglaise. La princesse de Galles, qui est une amie de Lady Montagu, fait également la promotion. Le roi autorise une expérience à grande échelle en utilisant des petits orphelins d'un orphelinat anglais. Et une fois qu'on s'est assuré que ça marchait, on commence à inoculer petit à petit un certain nombre de gens, adultes et enfants. Comme c'est ici rappelé dans la 11e lettre philosophique de Voltaire, vous savez, Voltaire, grand amateur, si on peut dire, d'Angleterre, hein, il a fait un voyage sur place et il en a été berlué aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue politique. Il indique donc dans cette 11e lettre philosophique, qui est une sorte de plaidoyer en faveur de l'inoculation variolique, que le chapelain, donc le conseiller spirituel, on pourrait dire, de Lady Montagu, était très inquiet de la voir pratiquer cette méthode, et d'après Voltaire, lui aurait expliqué que l'expérience n'était pas chrétienne. Bon, ici vous avez un tableau qui est un tableau du 19e siècle, qui représente Lady Montagu d'un air sarcastique, hein, qui se moque de son chapelain, qui a l'air totalement dépité parce qu'il sent qu'il n'a aucune prise sur sa décision. Alors, qu'est-ce que cette image nous montre, bien qu'elle soit tardive, encore une fois, tableau du 19e, qui évidemment ne date pas des années 1720, hélas, pourrait-on dire. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre une opposition religieuse à l'inoculation. Et cette opposition religieuse, en effet, elle existe, et elle a essentiellement deux dimensions, une dimension théologique et une dimension sociale. La dimension théologique, c'est qu'un certain nombre de pasteurs, de prêcheurs vont
prendre position contre la technique, qui d'ailleurs était elle-même écartée par les médecins turcs. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était pratiqué dans les hammams, mais par les femmes levantines, parce que les médecins musulmans turcs s'y opposaient en raison du principe du mektoub, qui est le principe de prédestination. Eh bien, cet argument-là, l'argument de la prédestination, donc un argument théologique, il va être aussi repris par les pasteurs anglais, dont par exemple Edmund Massey, donc dans l'église Saint Andrews, qui cite des passages de ce livre, une sorte d'exégèse du livre de Job, chapitre 2, verset 7, où il est question de persécution que le diable fait. Vous savez, dans le livre de Job, Job tombe sans arrêt malade, il est accablé de tas de maux, et donc le diable est ici présenté dans ce passage de la Bible, selon Massey, comme le premier des inoculateurs. Donc on retrouve cette opposition religieuse qui est une opposition donc sur le thème de l'aspect diabolique en fait de la méthode. Et cet argument donc, est employé assez fréquemment, aussi bien en Angleterre qu'en France. En Angleterre, c'est surtout dans la haute église anglicane qu'on le trouve avant qu'on l'avance. Dans le bas clergé ou chez les puritains, la tolérance à l'égard de l'inoculation est plus partagée. Donc certains évoquent, en fait, assimilent l'inoculation au péché originel, à la morsure du serpent dans le jardin d'Éden. C'est le péché d'Adam et le péché d'Ève d'ailleurs également. D'autres assimilent parce qu'on s'aperçoit très rapidement, hélas, que l'inoculation est tout de même dangereuse, dans le sens où il peut y avoir donc une forme de variole grave qui se déclenche parce que le virus n'aura, pour X raisons, pas été assez atténué. Et donc il y a des morts de l'inoculation, il y en a beaucoup moins, il y en a 10 fois moins que des morts de variole naturelle, mais tout de même ils existent. Donc à partir du moment où c'est un geste volontaire, le geste et non pas simplement le fait de subir un destin, certains théologiens assimilent l'inoculation à une forme de suicide. Hein, on commet un geste dont on sait qu'il pourra être mortel, c'est donc aller à l'encontre des décrets divins. D'un autre côté, on voit donc des théologiens, aussi bien catholiques que protestants, comme par exemple Cotton Mather, qui organise une grande expérience de vaccination, d'inoculation variolique à Boston dans les années 1720, qui font la promotion, au contraire, de cette pratique. Si bien que les théologiens sont partagés. D'ailleurs, quand le pouvoir royal va demander l'avis de la Sorbonne, dans les années 1760 pour autoriser ou interdire l'inoculation, les théologiens répondent que c'est une question de médecine sur laquelle ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc il y a des théologiens pour, il y a des théologiens contre, et chacun a de bons arguments, puisque finalement, l'argument des théologiens en faveur de l'inoculation, c'est que ils peuvent donc, si Dieu nous a offert la possibilité de se prémunir contre une maladie, eh bien, il faut utiliser ce moyen. Ce serait en quelque sorte un péché que de ne pas utiliser ce moyen offert par la providence divine. Hein, voilà. Dans l'Église catholique, on va même trouver un saint à l'inoculation, qui est Saint Nicaise, donc 11e évêque de Reims, qui a vécu au 5e siècle et qui, vous le voyez ici, est fini martyr décapité, mais qui avant s'était guéri de la variole en utilisant, c'est en quelque sorte une automédication, puisqu'il était évêque de Reims, en utilisant le Saint-Crème pour se soigner. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'inoculation est très à la mode. Et elle est très à la mode dans les milieux aristocratiques, dans les milieux de cour, et elle ne tarde pas à être assimilée finalement à une pratique libertine.
L'inoculation, c'est un geste qui est considéré comme intrusif, c'est une sorte d'atteinte du corps. On variolise aussi bien les enfants que les femmes, et donc ça veut dire qu'on touche au corps, notamment au corps des femmes, pour produire cette inoculation. En fait, un certain nombre de théologiens qui s'expriment beaucoup plus d'un point de vue, on va dire, de la morale, vont critiquer la pratique de l'inoculation parce qu'elle est défendue par les philosophes, parce qu'elle est défendue par les encyclopédistes, on a vu tout à l'heure Voltaire, et que finalement elle permettrait de cacher tous les crimes, le mari qui voudrait se débarrasser de sa femme, la femme qui voudrait avorter ou se débarrasser de son enfant, etc. Alors, quand on voit les premières personnes qui acceptent de se faire inoculer, notamment en France, très rapidement, le débat de théologie devient un débat moral. Et là, on a une opposition entre, d'un côté, les philosophes des Lumières, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler, ce que les historiens ont appelé les anti-Lumières, donc de gens qui combattent, en fait, les idées des Lumières, en faisant valoir que l'inoculation, c'est pas simplement un geste médical, c'est aussi une perversion, c'est aussi même la transmission finalement du libertinage. On fait remarquer par exemple que les femmes qui sont inoculées sont autorisées à laisser de côté les robes à corset parce qu'on considère évidemment qu'elles sont en quelque sorte en convalescence, et ça libère, en fait, il y a ce qu'on appelle les robes à la Tronchin, qui sont des robes fabriquées par un des grands fameux chirurgiens inoculateurs, Tronchin, d'origine suisse. Et voilà, ces robes à la Tronchin, finalement, elles libèrent le corps de la femme. Et donc, vous pouvez imaginer, alors je ne sais pas s'il faut qualifier ça de droite, parce que ce sont des qualificatifs qui sont postérieurs à la Révolution, mais vous voyez, là, ici, il y a un point de vue moralisant qui marque une frontière, un affrontement lumière-anti-lumière. Alors, lors de l'arrivée du premier vaccin, c'est-à-dire le vaccin générien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un procédé à peu près semblable. D'ailleurs, vous voyez ici que le geste est le même. On est toujours sur le bras d'un enfant et on est toujours avec... Jenner, qui est un médecin du Gloucestershire, à la fin du XVIIIe siècle, il s'aperçoit que les jeunes paysans et paysannes, et notamment les gens qui sont chargés de traire les vaches, contractent cette vaccine et ne contractent jamais la variole. Donc son idée, c'est que probablement la vaccine est antagoniste avec la variole dans sa forme humaine. Donc il va, à partir de là, suggérer de vacciner, de communiquer la variole de la vache pour pouvoir protéger contre la variole humaine. Alors, l'antivaccinisme religieux, sous une forme peut-être un peu laïcisée, il continue avec la vaccine, parce que l'argument selon lequel on va contre la providence divine, ou on va contre le destin que Dieu a tracé pour vous, par un geste artificiel et médical, il est toujours là. Ici, très illustré de manière magnifique par un antivax des années anglais des années 1810, avec une assimilation de la vaccine au veau d'or. Donc on dénonce en fait une idolâtrie chez les partisans de la vaccination, comme il y avait une idolâtrie d'ailleurs chez les partisans de l'inoculation. On trouve aussi des arguments qu'on pourrait appeler naturalistes, donc qui sont moins, de ce point de vue-là, politiques. Je vais passer un peu plus rapidement, mais un qui est très connu, donc c'est l'argument que l'on appelle l'argument de minautorisation, c'est-à-dire que comme le vaccin vient de la vache, on le voit ici illustré par une célèbre gravure de Gilleret produite en 1802, le fait de vacciner pourrait transmettre aux individus des caractères de la vache, une forme de bestialité, voire donc, comme on le voit ici sur
un pamphlet anti-vax du début du 19e siècle, déformé, provoquer des tumeurs. Donc là, l'enfant ici est censé avoir été un patient du docteur Rollet, vacciné, qui a le visage qui commence à se déformer de telle manière que le visage ressemble à celui à une tête de vache. Bon. Évidemment, Gilles Rey en fait quelque chose de comique avec des petites vaches avec leurs cornes qui poussent dans le bras des gens. Qu'est-ce que ça dénonce? Ça, de la part des anti-vaccins, ça dénonce des autorités qui ont tout de suite pris fait et cause pour le vaccin, l'ont promu. Très rapidement, la vaccination générienne gagne le monde entier, y compris les colonies françaises, anglaises, etc. Donc on vaccine en Inde, par exemple, dès les premières décennies du 19e siècle. Or, il y a des incidents, il y a des accidents, il y a des vaccinations qui dégénèrent, si on peut dire, en faisant ce jeu de mots, qui d'ailleurs a été fait par les anti-vaccins, ils ne se sont pas gênés. Et ici, on a un atlas dermatologique qui permet justement de classer les pustules pour vérifier qu'il s'agit bien de la vaccine immunisante et non pas de la variole qui tue. Et ça induit aussi une certaine forme de trafic des statistiques de la part des États qui ont du mal en fait à communiquer sur les accidents vaccinaux qui existent, notamment des cas de transmission de maladies opportunistes comme la syphilis, puisqu'on vaccine de bras à bras, on prend les pustules vaccinales donc d'un enfant, on le prélève ce pus, on transmet à notre enfant. Bah, si le premier enfant est malade, par exemple de syphilis ou d'autres maladies, il peut transmettre la maladie aussi au suivant, ce qu'on appelle donc la vaccination de bras à bras. Alors tout ceci déjà entraîne une forme de suspicion, on va dire, à l'égard de l'état vaccinal. Ceci va se concrétiser, donc cette suspicion évidemment qui existe dans une petite partie de l'opinion, mais ça va se cristalliser au moment de l'invention des lois d'obligation. C'est là où vraiment le débat va devenir un débat politique et aussi un débat social. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois d'obligation, pardon? Donc, ce sont des lois qui imposent la vaccination, et quand on dit imposer les vaccinations au XIXe siècle, c'est surtout pour les populations les plus pauvres, les ouvriers dans les usines, les personnes qui reçoivent l'assistance publique, que l'on vaccine d'office sans leur demander leur avis, et les patrons refusent d'embaucher les ouvriers qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Donc c'est considéré, notamment en Angleterre, comme une sorte d'offense qui est faite à la liberté en fait des citoyens. On est dans une période post-révolutionnaire, de l'après-lumière, les régimes se sont pour la plupart d'entre eux libéralisés, et on n'accepte plus donc cet autoritarisme qui était associé à la vaccination au début du siècle ou à la fin du XVIIIe siècle, sachant que par contre l'inoculation, elle, n'avait jamais été imposée sous la forme d'une obligation. Siècle des Lumières oblige, si on peut dire. Mais au XIXe siècle, on a ce balancement entre autoritarisme et libéralisme, et cela entraîne en fait une crise politique. Donc cette crise politique est notamment visible en Angleterre à partir de la loi de 1853. Vous voyez sur cette image, donc d'un côté la mort qui vaccine, de l'autre côté le policeman qui oblige cette pauvre mère de famille à se faire vacciner avec un rouleau, une feuille indiquant la loi d'obligation vaccinale dans la main. Pour contrecarrer ça, les anti-vaccins vont faire des grandes manifestations, ils vont aussi utiliser toute forme de propagande par l'image, par le texte. Là, ici, ils envoient des cartes de vœux aux jeunes parents avec dessus donc des images très explicites pour leur indiquer qu'une fois que leur enfant est né, très rapidement, on va faire pression sur eux pour qu'ils soient vaccinés, et qu'il faut donc qu'ils s'y refusent. Donc vous voyez que les moyens sont extrêmement imaginatifs de la part des anti-vaccins pour faire opposition à ces lois d'obligation que l'on trouve en Angleterre, mais qu'on trouve aussi en Allemagne et plus tard en France. La loi est discutée une première fois dans les années 1880 et finalement adoptée en 1902, mais on trouve des lois d'obligation aussi dans les pays scandinaves, en Italie, etc. Bon.
Alors, ces lois d'obligation, elles entraînent également des manifestations, je l'ai dit, surtout dans une période qui s'étend de 1880 à la Première Guerre mondiale. On n'a plus tellement connu en fait de manifestations de masse anti-vaccins après la Première Guerre mondiale. Ici, c'est un magnifique contre-exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de photos de ces manifestations. Mais là, il y a une manifestation qui s'est produite au lendemain de la Première Guerre mondiale au Canada. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire les gens sont dans la rue avec des pancartes, et puis il y a un cas d'école, si on peut dire, c'est la grande manifestation qui a eu lieu au printemps 1885 dans la ville anglaise de Leicester, où 100 000 personnes ont défilé, on a brûlé une effigie de Jenner, et on faisait passer aussi des gens qui étaient emprisonnés, enfin une sorte de fausse prison reconstituée, tout cela pour dénoncer l'oppression politique que subissaient les gens qui s'opposaient au vaccin, si bien d'ailleurs que dans les années 1880, il devient impossible de vacciner dans un certain nombre de grandes villes anglaises parce que la population s'y oppose. En Suisse, il y a également un référendum, ce qu'on appelle une votation, qui est produite dans ces années 1880, au cours de laquelle 80% des gens répondent qu'ils ne veulent pas de loi d'obligation. Donc il n'y a pas d'obligation en Suisse, bien qu'il y ait une loi qui est votée en 1887 qui fait qu'en cas d'épidémie, les cantons suisses peuvent prendre des dispositions radicales, c'est-à-dire en fait d'obliger à se faire vacciner, mais uniquement si la maladie est là. Ça ne peut pas être fait de manière préventive. Ce qui est le propre des lois d'obligation à l'anglaise, si on peut dire. Et donc finalement, dans ces villes, de grandes manifestations ont lieu, on ne peut plus vacciner, et les États, notamment en Angleterre, le débat se porte jusqu'à la Chambre, et il y a une réflexion qui est menée dans les années 1890 et qui aboutit en 1906 à une loi de libéralisation. Donc les Anglais reviennent en arrière. En 1906, on invente le principe de l'exemption vaccinale par objection de conscience, qui d'ailleurs précède l'objection de conscience militaire. Donc les parents qui ne veulent pas que leur enfant soit vacciné peuvent venir voir un juge et faire une déclaration officielle comme quoi ils s'opposent à la vaccination. Et c'est enregistré, et à ce moment-là, on les laisse tranquilles. Voilà. Donc ça, c'est 1906. Alors, ces antivax qu'on trouve aussi bien en Allemagne, en France ou ailleurs, ou en Angleterre, ici, une caricature de la fin du 19e siècle les présente comme des anti-tout. Ça forme une sorte de coalition. Donc, sur cette image, on a les anti-vaccins qui mènent derrière eux les fadistes. Alors, en fait, c'est assez intraduisible, hein, c'est-à-dire celui qui suit la mode, en fait. Hein, donc, et puis Mr. Careless, alors lui, c'est celui qui est négligent d'un point de vue de la santé. Et enfin, le monsieur à chapeau, là, avec son haute forme, c'est anti-everything. Donc lui, il est anti-tout. Et vous voyez, donc dans cette caricature pro-vax, on voit tous ces gens qui cheminent sur la falaise de la désinformation, prêts à tomber dans l'océan ou le marais du smallpox, c'est-à-dire en l'occurrence ici le mot qui désigne le mal variolique en anglais. Alors on en vient justement, donc j'ai dit que ces grandes manifestations en Angleterre ou ailleurs, il y en a au Brésil, il y en a en Amérique, il y en a au Canada, donc enfin je veux dire aux États-Unis, au Canada, notamment dans le Canada français, au Québec. Ces grandes manifestations, elles ont lieu alors que le combat, si on peut dire, pour les vaccins rebondit, la science vaccinale rebondit avec les travaux de Pasteur en France et de Koch en Allemagne, qui vont permettre de produire d'autres vaccins, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on connaissait, c'était le vaccin contre la variole, et là, avec les travaux de Pasteur, on va donc avoir le vaccin contre la rage, et puis d'autres vaccins qui vont émerger petit à petit. Alors, concernant le vaccin anti-variolique, il existe toujours, et pour justement essayer d'empêcher ces accidents vaccinaux qui ont été signalés, notamment les contaminations par d'autres maladies dont j'ai parlé, on va élever des animaux, on va élever des vaches, on va élever des veaux, sur lesquels on va prélever de la lymphe vaccinale. Et vous voyez que la pratique de l'élevage ici, donc au Val-de-Grâce, de ces fermes, est assez sauvage.
Et vous voyez ici donc un thème qui va apparaître, qui est le thème de la défense des animaux. C'est-à-dire que quand j'ai parlé juste avant de la coalition des anti-tout contre les vaccins, vous allez avoir plusieurs combats qui sont pour le coup des combats politiques, hein, qui se constituent autour de ligues, d'associations, de mouvements. Ce sont des combats politiques qui vont toucher à la marge la question de la médecine vaccinale. Donc ici l'image qui nous a servi de couverture pour notre livre, hein, un pasteur moqué dans un journal qui s'appelle le Don Quichotte, avec une évocation de l'ange pasteur qui vient vacciner contre la rage. Et nous retrouvons donc des personnages comme Marie Huot, qui est une féministe, journaliste, femme de lettres, poétesse et militante du droit des animaux. Elle a fondé l'une des premières associations de défense des droits animaliers. Et elle est également très hostile à Pasteur. On fait partie là, je vais vous parler d'un petit groupe de personnes qui sont très hostiles à Pasteur spécifiquement et de manière plus générale à la pratique vaccinale. Donc cette Marie Huot, elle est néo-malthusienne, c'est elle qui a inventé l'expression de grève des ventres pour renvoyer à l'idée selon laquelle le mieux que puisse faire l'humanité pour elle-même et pour le reste du monde animal, c'est de disparaître. Donc en fait, de cesser tout simplement de se reproduire. Et par ailleurs, donc je l'ai dit, défense des animaux, qui fait que Marie Huot est très hostile à Pasteur qui utilise des lapins, des chiens, etc., mais également à toute cette médecine expérimentale qui, depuis le milieu du 19e siècle, avec des gens comme Claude Bernard ou Paul Bert, utilise en fait la médecine vétérinaire pour faire accomplir à la science médicale des progrès. Et il y a beaucoup d'associations de défense animalière en Angleterre dans ces années-là, et en France, Marie Huot est donc l'une des représentantes de ce courant hostile à Pasteur. En 1886, elle perturbe l'inauguration de la statue de Claude Bernard devant le Collège de France. C'est l'image que vous avez à gauche qui représente la statue de bronze telle qu'elle a été inaugurée en 1886. Malheureusement, on ne voit pas le détail qui a mis Marie Huot en furie. Alors déjà, elle déteste Bernard parce que c'est le tueur de chiens par excellence. Mais justement, le sculpteur, on ne le voit pas sur cette image, mais sur le petit tabouret, l'espèce de table qui est à côté, est une table de dissection et à l'arrière donc de la statue, on a un chien découpé en morceaux qui met véritablement en colère Marie Huot. Elle arrive lors de l'inauguration et elle se met à siffler, hein, elle a un petit sifflet avec elle pour perturber l'inauguration. La statue de Claude Bernard que nous avons actuellement est une statue de pierre. Elle a été installée après-guerre puisque la statue de Claude Bernard en bronze a été fondue pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Donc, alors, à une époque où on discute beaucoup de statuts et de ce qu'il faut garder et pas garder parmi les statuts de nos grands hommes, vous voyez que le débat ici avait lieu autour de la question de la défense des animaux. Alors, le Pasteur est attaqué de tous côtés. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir attaqué par tous les bords, si on peut dire. Donc on peut situer, puisqu'on est en train de parler politique, situons politiquement Pasteur. C'est un bonapartiste, il a été très proche de Napoléon III et de l'impératrice. Il a été partie de tous ces Français, bien sûr, par dire toute la France qui a été accablée par la défaite de 70, par la guerre franco-prussienne et la défaite de Sedan. Et après la Commune, il se rallie au nouveau régime, la Troisième République, qui va véritablement lui faire un pont d'or en l'aidant à fonder son Institut Pasteur, en soutenant ses recherches. Pasteur reçoit des subventions dans son laboratoire de la rue d'Ulm. Il est vraiment choyé en fait par cette Troisième République bourgeoise, si on peut dire libérale, qui apparaît. Et de fait, du coup, il va cristalliser, y compris autour de sa pratique des vaccins, tous les opposants à cette jeune république. Alors que ces opposants soient de droite, ou on peut dire d'extrême droite, donc c'est le courant dit boulangiste, hein, qui est trouvé ici illustré
Alors ça, c'est un journal satirique, Le Grelot, mais c'est pas un journal anti-vax, hein, mais c'est un journal satirique, donc qui représente un peu les situations de l'actualité de manière un peu comique, comme pourrait le faire aujourd'hui le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo. Donc Pasteur est représenté en train de vacciner contre la rage 3 personnages qui sont d'une part Paul de Cassagnac, Henri Rochefort et Émile Zola. Alors, les 3, c'est intéressant à discuter. Pourquoi? Parce que Paul de Cassagnac, c'est avec Henri Rochefort 2 boulangistes. Donc, ils sont partisans de ce général qui, dans les années 1880, a essayé de faire tomber la République par un coup d'État. Bon, si vous ne connaissez pas l'histoire du général Boulanger, vous vous renseignerez facilement sur Internet. L'histoire est assez croquignolesque. Donc, Cassagnac et Rochefort a un profil un peu original parce qu'il était communard, et il est devenu boulangiste. Hein. Donc on pourrait dire qu'il est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, si on reprenait des critères qui sont les critères d'aujourd'hui. Que vient faire Émile Zola dans cette galère, si on peut dire? Alors Émile Zola, ici, il est caricaturé tout simplement parce qu'il n'est pas en conflit, lui, avec Pasteur, hein, mais il est ici caricaturé parce que il a du mal, en fait, à adhérer à ce nouveau régime qu'il critique pour des raisons sociales, on le sait bien, et puis ici il est un peu moqué parce que il s'est fait refuser une première fois le contrat du Germinal, et voilà, donc il est mis dans la bande, mais ce qui est intéressant, c'est, y compris à travers la figure d'Henri Rochefort, Jean Rochefort c'est quelqu'un d'autre, d'Henri Rochefort qui tient 2 journaux importants de l'époque qui sont l'Intransigeant et La Lanterne. Alors lui, par contre, il fait des éditoriaux de pleine page contre Pasteur. Il a même ouvert dans La Lanterne une rubrique des morts de la vaccination antirabique. Et on en vient donc à tout ce milieu qui est un milieu international, hein, pas simplement parisien, sur lequel je vais conclure, qui est donc un milieu qui va sans doute intéresser une partie du public qui nous suit aujourd'hui, parce que c'est un anti-vaccinisme qu'on pourrait qualifier, si on veut, là aussi avec des termes d'aujourd'hui, de gauche, mais en tout cas c'est un anti-vaccinisme anti-religieux. Et d'ailleurs la vaccination est comprise comme une sorte d'idolâtrie, de superstition, et c'est un anti-vaccinisme matérialiste, et même c'est un anti-vaccinisme rationaliste qui se voit illustré par exemple dans la figure de ce médecin belge qui est Hubert Bohens, qui est aussi le président de la première Ligue internationale des anti-vaccinateurs. Et Bohens, il se présente lui-même comme un darwinien, il se présente lui-même comme un rationaliste et un matérialiste. Il développe d'ailleurs une théorie selon laquelle la vaccination en fait ne fonctionne pas parce qu'elle est contraire au principe de la biologie darwinienne. Il se décrit également comme libre penseur. C'était aussi le cas de Marie Huot, la féministe, qui était proche de Louise Michel et qui était proche également des milieux des communards. Elle avait épousé un journaliste qui appartenait à cette mouvance-là. Donc Bohens va en fait organiser la résistance, si on peut dire, à Pasteur, qu'ils vont accuser en fait d'être un bourgeois qui s'enrichit grâce au vaccin, qui est complice avec cette république bourgeoise qu'il déteste, et qui finalement entretient une forme de superstition. Donc, chez certains antivax, on trouve l'idée, je cite, que la vaccination relève du même aveuglement que nos ancêtres qui croyaient aux revenants. Elle devra bientôt être reléguée dans un musée scientifique déjà bien rempli, en compagnie des fétiches abandonnés et des erreurs médicales détruites. Également, en Suisse, le chef du mouvement anti-vaccin est le frère du principal disciple, du principal biologiste, disciple de Darwin sur place, donc du disciple suisse de Darwin, qui s'appelle donc Vogt. Alors, je termine parce que j'ai déjà dépassé, avec donc ce Bohens, qui est un personnage intéressant dans notre histoire, et qui fait l'objet d'une notice
dans le fameux dictionnaire Métron, qui est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Alors là, je suis un peu frustré parce que ce dictionnaire n'est pas accessible en ligne, ou plus exactement, il faut s'inscrire. Et je vois donc que la notice comporte 13 000 signes. Je suis bien curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Je constate évidemment que dans le résumé qui est donné de la vie d'Hubert Bohens, on rappelle qu'il était membre donc chef de clinique, qu'il a écrit des ouvrages sur l'hygiène, mais on se garde bien de rappeler, en tout cas dans le résumé, qu'il était contre les vaccins. Et vous voyez aussi qu'il est désigné comme membre de l'association libérale et dirigeant des rationalistes. Donc là, je fais appel, je crois qu'il y a pas mal de gens qui appartiennent au mouvement rationaliste et zététicien dans le public, je fais appel à vos connaissances, entre guillemets, de militants, pour savoir si vous connaissez ce mouvement rationaliste. Je sais qu'il y a une union des rationalistes, mais qui est quelque chose qui a été créé dans les années 30, donc possiblement il y a eu un mouvement antérieur qui préexistait à ça. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé d'un petit quart d'heure mon temps de parole. Mais vous voyez qu'ici, il y a une situation très, très intéressante et Françoise va nous dire aussi ce passage entre la gauche et la droite et de la droite à la gauche et de la gauche à la droite, on ne peut pas dire, hein, vous avez compris, on ne peut pas dire l'antivaccinisme est de droite ou d'extrême droite ou de gauche ou d'extrême gauche. Il y a des passerelles, évidemment, c'est ça qui est intéressant à voir, comment ce milieu matérialiste de la fin du 19e siècle, une partie en tout cas de ce mouvement, en vient à combattre la médecine pastorienne. Voilà, je m'arrête là. Et je vais donc repasser la parole à Françoise. J'arrête le partage. À toi, Françoise. Bien, mais je ne sais pas si on m'entend, mais j'espère qu'on m'entend. Donc, je me présente. Bonjour, je suis Françoise Salvadori. Je suis maître de conférence en biologie à l'Université de Bourgogne. Ma formation est d'être immunologiste à l'origine, pharmacienne, immunologiste. Donc, j'ai travaillé en immunologie au laboratoire sur les cancers, etc. pendant longtemps, et sur les virus, sur les maladies virales. Et j'appartiens maintenant à un laboratoire plutôt de communication des sciences. Et donc, j'ai découvert en particulier l'histoire des sciences et la communication et tous ces problèmes de sciences et société au sens large depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc moi je vais vous parler d'antivaccinisme politique acte 2, c'est-à-dire que nous allons parler un peu du 19e siècle et surtout du 20e et de notre période contemporaine. Alors, les images que je vais vous montrer, et là c'est vraiment un pêle-mêle que je vous propose pour commencer, sont de toute autre nature que celles que vous a montré Laurent-Henri Vigneault, puisqu'elles sont colorées, elles sont assez trash, mais comme vous le voyez, il y a deux choses intéressantes. D'une part, on retrouve les thèmes qui ont été développés précédemment dans tous ces mouvements anti-vaccins, c'est-à-dire on va retrouver des revendications de liberté, l'idée de nature, l'idée de complot. Je ne l'ai pas noté ici, mais il y aura des petits aspects religieux également qu'il faudra qu'on voit, et puis l'apparition d'un grand complot nommé Big Pharma actuellement. Donc autant ces images sont colorées, autant, vous en conviendrez avec moi, il est difficile de leur mettre une couleur politique. On a bien conscience qu'il y a beaucoup de complotisme là-dedans, assez souvent du complotisme en tout cas, qui va en général soit se tourner contre les puissants, soit se tourner contre l'argent, soit contre éventuellement le vaccin en tant que poison. Mais finalement, on retrouve des fils directeurs historiques qu'on va regarder d'un petit peu plus près. Donc, en gros, je vous parlerai des arguments contemporains autour du thème de la nature, enfin contemporain, l'histoire contemporaine est vraiment contemporain. Ensuite, on parlera de religion et je terminerai sur tout ce qui est Big Pharma. Qu'est-ce que c'est que Big Pharma? Qu'est-ce que ça peut représenter actuellement, éventuellement politiquement? Dans la suite du refus d'aller à l'encontre de la Providence, les religieux, on l'a vu, n'ont pas été capables de trancher le débat de la vaccination. Depuis le départ, ils n'étaient pas d'accord entre eux, donc finalement, on leur a demandé de moins en moins leur avis de toute façon. Mais ces débats autour de la Providence se sont déplacés vers la nature, à qui on va finalement accorder une valeur sacrée, et se sont déplacés aussi vers la morale.
Donc Jean-Jacques Rousseau disait, donc ça fait écho évidemment à la fameuse opposition Voltaire-Rousseau, mais Jean-Jacques Rousseau était sans doute assez peu favorable à la vaccination, même s'il n'est pas militant contre cela. Dans l'Émile ou l'éducation, une des premières phrases en 1762, donc, c'est « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme ». Donc évidemment, il voulait parler du créateur. Et il est assez étonnant et intéressant de voir qu'un journaliste anonyme au début du 19e siècle reprend cette phrase mais en la déformant et il transforme l'auteur des choses en la nature. Donc tout est bien sortant des mains de la nature et tout est mal en sortant des mains de l'homme. Donc on voit bien que ce journaliste assimile le créateur à sa créature et finalement appuie ainsi un argument sur un argument purement naturaliste, comme dans une sorte de sécularisation de l'argument de la providence. Donc c'est un peu l'introduction à toute cette dérive du débat religieux vers le débat, entre guillemets, nature. Donc dans cette nature, qui est vraiment au sens très très large, la maladie elle-même est considérée comme naturelle, donc œuvre de Dieu, sacrée et bénéfique. Donc on en arrive à des arguments assez étonnants, puisque à la fois cet Anglais Rollet qu'on a déjà vu avec Laurent Henry tout à l'heure, qui était un des opposants assez virulents à Jenner, avait cette phrase qu'il a dite un peu partout: laissons faire la nature, elle dispose de sa propre force de guérison, qu'il a même appelée vis pedicatrix pour faire un petit peu plus sérieux. Et donc, avec une sorte de naïveté, pensant que la nature allait de toute façon toujours bien faire les choses, qu'on entend toujours de nos jours assez facilement, la nature fait toujours bien les choses, entre guillemets. Ça, c'est relativement bénin, mais c'est encore assez, c'est plus drôle de voir, c'est pas drôle si on peut dire, mais ça nous paraît un peu ridicule de lire Verdet de Lille, donc un médecin qui écrit en 1853 que la variole elle-même est une crise sublime et un effet d'une telle merveilleuse prévoyance de la nature qu'elle doit absolument sortir. La variole, c'est ce qu'on appelait la théorie endogène de la variole. Tout le monde avait en soi cette variole et à un moment donné, elle sortait et finalement, il fallait qu'elle sorte. Et donc, vacciner, c'était empêcher cette sortie qui était positive, et le vaccin allait empêcher cette floraison naturelle et aboutir à des suicides. Il a même été, ce Verdet de Lille, jusqu'à proposer des espèces de sanatoriums, entre guillemets, où il aurait détuberculisé, c'est-à-dire soigné peut-être la phtisie, la tuberculose, les cancers, la typhoïde, grâce à une sortie de variole un petit peu providentielle. Alors on est à ce moment-là dans un contexte médical un peu particulier, parce qu'au XIXe siècle, mais surtout en Europe du Nord, en Allemagne, en Autriche, ce qui a le vent en poupe, ce sont des méthodes de médecine naturaliste. Qu'est-ce qui est à la mode? Ce sont les bains froids, ou alors les traitements par le soleil, on prend le soleil en montagne, les traitements qui associent aussi du nudisme, donc d'où le terme de naturalisme qui est devenu peut-être après le naturisme, et aussi des régimes alimentaires à base de plantes, de fruits, si possible crus. Il y a des gens qui étaient frugivores. Voilà. Et donc le grand pape de toute cette mode, c'était Priesnitz, un Autrichien, ou allemand, j'ai un peu oublié. Pour Priesnitz et ses disciples, en fait, tabac, vaccin, vivisection, c'était le même combat. On est aussi à une époque où finalement, et c'est la même chose, les médecines qu'on appelle actuellement les médecines holistes se développent. Donc l'ostéopathie, l'homéopathie, la naturopathie sont des médecines pour lesquelles il s'agit de garder un équilibre des humeurs, et que finalement, si on garde cet équilibre des humeurs, cette espèce d'énergie vitale, on est vraiment dans un courant très vitaliste, on n'aura pas de maladie. Et dans ce cadre-là, le terrain l'emporte toujours sur les microbes. Donc on comprend très bien qu'un vaccin qui va viser un microbe n'a aucun intérêt pour ces médecines-là, puisque c'est le terrain qui compte. Et c'est assez intéressant de voir qu'actuellement, une partie des citoyens de tous les pays du monde, qui sont plutôt méfiants vis-à-vis des vaccins, vont toujours vous dire que ce qui compte, c'est le terrain, et que finalement la vaccination est secondaire. Ce courant naturiste va petit à petit, pas déboucher, mais se transformer, évoluer pour donner naissance à des courants pré-écologiques et écologistes.
En particulier en France, on ne peut pas oublier le docteur Carton, qui était vraiment une personnalité très, très importante, qui a vendu énormément de livres, qui était très populaire. Des livres comme Médecine blanche et Médecine noire, qui fait un peu penser à des réseaux, enfin, qui fait bien penser aux réseaux auxquels il appartenait, qui étaient les réseaux occultistes. En fait, c'était un chrétien à l'origine, qui est devenu occultiste, et puis qui finalement, à la fin de sa vie, était à la fois chrétien et occultiste dans les années 30, qui a écrit aussi cet ouvrage qui s'appelle « Bienheureux ceux qui souffrent », qui sent quand même très bon sa médecine chrétienne. Donc pour lui, de toute façon, la maladie est toujours un salaire à payer pour une faute à l'ordre divin. Donc finalement, vacciner, c'est un peu facile pour lui. Il considère que c'est une facilité puisque la maladie est quand même là pour vous faire expier une faute quelque part. Alors, il va jusqu'à écrire aussi que le sang sacré ne doit pas être profané. Vous voyez, donc là, c'est une vision vraiment tellement... La nature fait que... Enfin, la nature pour lui est tellement sacrée que même le sang ne doit pas être profané. Il écrit aussi, mais plutôt un peu plus tard que dans les années 30, que le mouvement antimicrobien, c'est-à-dire en fait la médecine pasteurienne et toute sa suite, s'oppose à la sélection naturelle. Et là, en fait, on va retrouver autour de lui, et se réclamant de lui, un certain nombre de gens qu'on pourrait considérer comme les ancêtres des écologistes, sur lesquels peu d'écologistes contemporains se fondent, hein, mais il nous manque évidemment beaucoup d'étapes que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais un certain Geffroy, qui est peu connu, mais qui est le fondateur de La Vie Claire, dans les années 1950, regrettait avec Alexis Carrel, bien connu pour malheureusement ses pensées et ses écrits eugénistes, que la sélection naturelle ne nettoie plus l'espèce. Donc il y a eu dans ces années-là des gens, des personnalités, des médecins parfois, qui prétendaient que la vaccination était mauvaise parce qu'elle s'opposait à la sélection naturelle. Cette sélection naturelle, souvent, ils la voyaient évidemment sur bénéfique pour éliminer soit les gens des campagnes, soit les gens peu éduqués, soit les gens qui évidemment n'étaient pas de leur classe sociale. La suite de tout ça, c'est bien sûr, alors pas les courants et les écologistes, les partis écologistes, parce que loin de moi l'idée de dire que les partis écologistes sont anti-vaccins. On verra tout à l'heure qu'il peut y avoir quelques petites dérives, mais on arrive à un discours qui est très très souvent entendu, le vaccin c'est pas naturel, alors comme beaucoup de médicaments d'ailleurs, mais le vaccin en particulier. Et quand on entend ça, en fait, on voit bien que ce sont des arguments qui perdurent, mais on ne sait jamais tellement ce que c'est que la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? On ne sait jamais très bien où est l'homme dans cette nature, on ne sait jamais très bien où sont les bactéries, où sont les virus, où sont les microbes. Et donc, c'est une définition de la nature qui n'est pas pour moi très, très claire. Et en particulier, la place de l'homme à l'intérieur reste à questionner. Un exemple intéressant dans tout ça, c'est l'exemple Steiner. Steiner, c'est quelqu'un qui, au XIXe siècle, a créé le mouvement qu'on appelle l'anthroposophie. Il y a en France encore actuellement, même si la France est peu représentée, enfin la France en a peu, mais l'Allemagne en a beaucoup plus, il existe des écoles Steiner, qu'on appelle aussi Steiner-Waldorf, donc qui se réclament encore un peu de ce courant qu'on appelle l'anthroposophie. Et en fait, je vous cite ça parce qu'en 2015 en France, il y a eu une épidémie de rougeole qui, semble-t-il, a démarré dans une école Steiner en Alsace, à Colmar, et les journalistes se sont promenés à la sortie de l'école et ont tendu leur micro, et une maman a dit que la rougeole était une maladie utile pour les enfants, faisait grandir les enfants, et on a même lu quelque part que la maladie serait utile au développement karmique. Donc en fait, non seulement la maladie n'est pas mauvaise, mais elle est utile, et on se retrouve un petit peu dans la même situation que quelques 50 ans avant. Si on veut étendre un petit peu cette idée de vaccin naturel, ben on va trouver des parents, surtout américains, qui défendent l'idée que si un enfant a de bons parents, s'il y a en particulier une bonne mère qui s'occupe bien de lui, qui lui fait de bons petits plats, s'il est dans un environnement sain, entre guillemets, avec beaucoup d'hygiène, sans qu'on ne sache pas trop ce que c'est non plus ce qui est sain et ce qui est hygiénique, s'il est soigné par des médecines naturelles, de toute façon, il n'aura pas de maladie. Son terrain va être bon, donc il n'aura pas de maladie. Donc ça, on va trouver parfois des relais pour défendre ces médecines naturelles et ces aliments naturels chez les écologistes politiques. Le cas de Michel Rivasi est assez particulier, vous en avez peut-être entendu parler pour certains d'entre vous.
Donc c'est une personnalité d'Europe Écologie Les Verts connue, qui se présente régulièrement aux élections et qui a été quand même, qui a eu des positions très très ambiguës vis-à-vis de la vaccination. Elle-même est biologiste, c'est encore plus étonnant, elle est agrégée de sciences naturelles. Elle a dit il y a 2 ans, une phrase qui est retirée maintenant de sa page internet, les vaccins créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent et il est temps de changer de paradigme à propos de la prévention. Donc c'est assez étonnant parce que d'abord, de quel paradigme veut-elle parler? De quelle prévention veut-elle parler? On ne voit pas bien comment l'hygiène peut par exemple nous prévenir contre la rougeole. Beaucoup de maladies, la plupart des maladies actuelles, et puis la Covid nous le montre aussi, ce n'est pas une question d'hygiène. Enfin, on peut être très très propre et pourtant avoir ce genre de maladie. Donc en fait, chez les écologistes, il y a des positions extrêmes. Michèle Rivasi, elle a fondé la CRIRAD, puis la CRIREM, donc elle se méfie des radiations, et on ne peut pas lui donner tort là-dessus. Elle se méfie aussi des rayonnements électromagnétiques, se méfie de tout, et puis elle se méfie de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, son cheval de bataille, c'est surtout Big Pharma. Et de temps en temps, il lui arrive d'avoir des positions extrêmes à ce point de vue-là. En particulier, et là c'était vraiment une grosse bêtise de com également, c'est que il y a 2 ans, elle a voulu faire projeter un film devant le Parlement en marge du Parlement de Bruxelles, qui est un film très très polémique qui s'appelle Vaxed, V-A-2-X-E-D, fait par Wakefield, qui est le médecin qui a publié dans Lancet un article frauduleux disant que laissant suggérer que la vaccination rougeole était à l'origine de l'autisme. Donc, en fait, qu'une biologiste politique essaie de montrer ce film militant en marge d'un parlement politique, si ce n'est pas un geste politique, je ne sais pas ce que c'est. Ça pose quelques problèmes. Donc, politiquement, où sont ces militants pour lesquels le vaccin n'est pas naturel et justement qui s'opposeraient à la vaccination pour des raisons comme ça naturalistes? Eh bien, en fait, on ne sait pas parce qu'ils sont à la fois à gauche et à droite. Et ça dépend vraiment comment ils se positionnent par rapport à un certain nombre de concepts comme la liberté individuelle, la place de l'homme dans la nature, donc son lien avec l'industrialisation, avec des débats sur la biodiversité, etc. Mais aussi, on va retrouver dans certains courants écologistes radicaux un certain malthusianisme qu'on a déjà vu dans les périodes précédentes, plus ou moins liées au mouvement anti-vaccin. Donc c'est assez complexe, et là non plus, on ne peut pas dire si il s'agit de gauche et de droite, puisqu'on va trouver à la fois des gens plutôt à gauche et des gens même très à droite. L'écologisme politique actuellement, même s'il se resserre un petit peu peut-être sur l'échiquier politique français, il est peut-être un peu plus à gauche, il existe des courants écologistes très droitiers. Donc, je vous montre ici un certain nombre de militants américains, donc un médecin américain qui dit qu'il ne triche pas avec la nature, et puis 2 people américains qui veulent verdir vos vaccins. Voilà. On va arriver à des attitudes parfois complètement irrationnelles, voire illégales, avec les exemples que je montre sur cette diapositive. Bon, le professeur Joyeux qui prétend que le lait maternel est le meilleur des vaccins. Bon, en tant que médecin, il ne devrait pas dire ça, parce que le lait n'a jamais été un vaccin. Le lait peut protéger éventuellement, si la mère possède des anticorps, elle va les transmettre à son enfant, et bien sûr c'est positif, mais on ne peut pas dire que le lait maternel est le meilleur des vaccins. Sur la gauche, ça se voit assez peu, mais ce qu'on observe, ce sont des fils de discussion sur Doctissimo. En fait, il s'agit de parents qui s'échangent entre eux des noms de médecins qui veulent faire des signatures bidons sur des carnets de santé, en fait, c'est-à-dire à poser des étiquettes de vaccins alors que l'enfant n'a pas été vacciné. Donc ça, c'est quand même des comportements frauduleux. Et puis quelque chose de plus drôle, le fameux goûter varicelle. Et ça, c'est quelque chose qui existe, en particulier aux États-Unis, mais apparemment en France aussi, des parents qui se réunissent autour d'un cas de varicelle pour que tous les enfants aient la varicelle, avec l'idée que finalement, une bonne varicelle, ça vaut mieux qu'un vaccin. Et une bonne rougeole, ça vaut mieux qu'un vaccin. Donc c'est une vision complètement naïve et dangereuse, parce que évidemment, le vaccin contre la rougeole est beaucoup moins dangereux que la rougeole elle-même. Et ça fait vraiment penser aux techniques ancestrales où on donnait la variole pour protéger contre la variole.
d'une certaine façon, c'est la vaccination ancestrale qui reste dans les esprits des gens, et plutôt que d'utiliser une seringue avec un produit pharmaceutique artificiel. On avait commencé cette présentation en disant que finalement les grandes religions n'avaient jamais tranché le débat des vaccins. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'opposition théologique réelle, officielle, dans les textes théologiques officiels des grandes religions à la vaccination. Mais, il y a un mais, une grande enquête a eu lieu en 2016 par l'école anglaise, une grande école d'épidémiologie qui s'appelle la London School of Hygiene, qui interroge des citoyens de 65 pays pour leur demander, s'ils sont contre les vaccins, qu'est-ce qui pour eux pose le plus problème. Et donc, on va trouver des pays chez lesquels des citoyens en nombre important, 50% ici, expriment une incompatibilité entre leur religion et la vaccination. Et les deux pays qui sont en tête dans ce thème de l'incompatibilité vaccin-religion, c'est la Mongolie et la Thaïlande. Alors, Mongolie et Thaïlande sont des pays qui sont globalement bouddhistes, même si c'est ça, pas 100%, mais globalement bouddhistes. Et la religion bouddhiste est une religion qui ne s'est jamais du tout, on n'a jamais trouvé vraiment de traces ni officielles ni même officieuses d'expression anti-vaccin dans cette religion. Donc en fait, on s'est un peu interrogé avec mon collègue, avec différentes lectures pour comprendre ça. C'est pas évident, mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a sans doute un effet communauté. Parce que dans une communauté soudée par la même religion, les gens s'échangent plus facilement des rumeurs, s'échangent plus facilement des avis. On peut aussi imaginer qu'il y a derrière cette opposition revendiquée comme de nature religieuse, sans doute une revendication de liberté individuelle, puisque finalement, dire qu'on a... c'est une sorte de refuge d'une liberté individuelle dans celle de la liberté religieuse. En particulier dans des pays des pays autoritaires où la religion n'a pas été, pendant un certain temps, n'a pas été très bien vue. Et donc, mettre en avant cette liberté de religion, c'est aussi revendiquer sa liberté individuelle dans des pays autoritaires. Alors, dans certains pays tellement autoritaires que l'Arabie Saoudite ou l'Iran, vous voyez, en revanche, on n'a aucune incompatibilité exprimée entre vaccin et religion, ce qui prouve bien que finalement, ce n'est pas le théologique qui l'emporte, ce n'est pas la religion elle-même. Donc, il y a beaucoup de politique là-dedans. Il peut y avoir donc cette revendication de liberté individuelle, peut-être en Mongolie, dans un pays qui n'a pas été toujours très tendre. Et puis, ça peut être aussi tout simplement dans des pays qui ont été autoritaires, qu'ils sont encore un petit peu, mais pas au point de l'Arabie ou de l'Iran, une réaction à des vaccins obligatoires par des régimes autoritaires, mais aussi une réaction a posteriori à des vaccinations qui étaient obligatoires et pas toujours tendres, pas toujours pratiquées de façon très diplomatique par des régimes coloniaux. Donc ça a été observé, alors pas tellement dans le cas de la Mongolie ou Thaïlande, mais dans certains pays africains, on a une réaction. En Algérie, assez longtemps, on a eu une réaction de nature post-coloniale, je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, il existe donc dans toutes les religions, non pas des positions théologiques générales dans les textes, bien sûr les textes n'ont pas pu prévoir la vaccination, les textes sacrés. En revanche, on va trouver, je vais vous le montrer là sur 3 ou 4 exemples, dans toutes les religions, des sectes ou des comportements locaux où on va avoir des oppositions très, très virulentes, voire violentes. Et c'est le cas pakistanais qui est peut-être le plus emblématique de tout ça, parce que au Pakistan, depuis 2012, il y a eu plus de 100 meurtres de vaccinateurs qui sont payés par des ONG pour aller vacciner en particulier les enfants contre la polio, et qui se font massacrer. Voilà. Donc plus de 100 meurtres de vaccinateurs au Pakistan depuis 2012. Et si on regarde, on se rend compte aussi, si on regarde de près, on se rend compte que le Pakistan est aussi le dernier pays du monde avec l'Afghanistan voisin, et en fait, ça se passe à peu près dans la zone frontière entre ces deux pays-là, où on observe les derniers cas de polio. La poliomyélite est une maladie qui est quasiment éradiquée de la surface du globe, puisqu'il y a eu en 2018 33 cas en tout et pour tout, signalés, mais on n'est pas loin de la vérité, et en 2019 un peu plus, 156, et tous, Pakistan et Afghanistan,
dans des zones de ces pays-là qui sont tenues par des intégristes de la religion donc musulmane. Et en fait, il y a une hypothèse autour de ça qui pourrait être liée à l'affaire Ben Laden. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où les Américains ont arrêté Ben Laden, ils voulaient être sûrs qu'il avait bien été repéré, que c'était lui qui était repéré dans telle maison où finalement on est allé le traquer. Et pour vérifier que c'était bien lui, ils n'ont pas trouvé d'autre idée que de prendre le prétexte d'une fausse campagne de vaccination. Donc ils sont entrés dans les maisons de tout ce hameau, de toute cette petite ville où était Ben Laden, et ils ont vacciné les enfants. Et en fait, sur les seringues, ils ont récupéré donc un petit peu d'ADN, enfin de matériel vivant, et cet ADN a été comparé avec des banques d'ADN que les Américains possèdent, et en particulier, ils avaient dans leurs archives l'ADN de la sœur de Ben Laden. Et une fois qu'ils ont pu vérifier que l'ADN familial était bien celui de la famille Ben Laden, ils ont pu être sûrs que c'était bien lui, et donc que tout le monde connaît la suite. Et donc finalement, cette campagne de vaccination prétexte pour rentrer chez eux a été très très mal vécue. Et donc la vaccination est vue dans cette région comme un acte occidental, anti-musulman, anti-Ben Laden, etc. Et il y a évidemment un caractère très très politique à un aspect pseudo-religieux qui est mis en avant dans cette région. Alors il y a sans doute aussi, puisque ce sont des intégristes musulmans, l'argument Fatoum n'est peut-être pas complètement éteint, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas par hasard que ça coïncide juste avec l'affaire Ben Laden. Alors, dans un tout autre registre, beaucoup plus près de chez nous et de façon beaucoup moins violente, mais si on regarde une partie de la Hollande qu'on appelle la Bible Belt, une partie des Pays-Bas, pardon, qui s'appelle la Bible Belt, donc c'est-à-dire une ceinture qui va traverser en gros du nord-est au sud-ouest ce pays, on voit que ces trois cartes géographiques se superposent exactement. Et qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent à droite les écoles calvinistes. Alors en fait, quand on dit calviniste, il s'agit d'un mouvement orthodoxe qu'on appelle re-réformé, c'est-à-dire encore plus orthodoxe que les premiers calvinistes. Donc, si on voit cette superposition entre la localisation des écoles calvinistes en 2012, sur la diapositive centrale, la couverture vaccinale par le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Alors, on voit que plus c'est foncé et moins la couverture est forte, enfin plus elle est faible en fait. Et donc, les zones qui sont bleu foncé, c'est des zones où la couverture descend en dessous de 80%, et on sait que c'est très insuffisant pour vraiment permettre d'éviter la maladie. Et puis, tout ça est mis finalement en lumière par la carte de gauche qui vous montre en rouge les cas de rougeole entre 2013 et 2014. Voilà. Donc, ce n'est pas un nombre de cas absolument énorme, mais c'est un nombre de cas qui est complètement anormal, puisque c'est une maladie qui devrait être éradiquée, qui sous des abords assez bénins et peut être une maladie très très grave. Donc là, on voit très très bien quand même l'influence de ces communautés calvinistes contemporaines, dans un pays qui, par ailleurs, a une politique vaccinale tout à fait efficace et sans contrainte. Donc c'est quelque chose qui agace beaucoup le gouvernement néerlandais. Des communautés juives intégristes aussi ont été à l'origine de problèmes, je dirais, dans la ville de New York très récemment. Au printemps 2019, des manifestations ont eu lieu anti-vaccins. On voit ici une jeune fille qui se promène avec un sac à dos sur lequel elle a écrit « No Vax ». Et puis le maire, Bill de Blasio, qui est obligé de proclamer une sorte d'état d'urgence rougeole et de demander ce qu'on appelle des exemptions, enfin la fin des exemptions pour motifs religieux dans les écoles. Alors aux États-Unis, on n'a pas d'obligation à la vaccination comme en France au niveau vraiment fédéral, mais tous les États, et en particulier les écoles, exigent la vaccination des enfants au moment où ils entrent à l'école. Mais, comme en Angleterre au XIXe siècle, comme l'a dit Laurent Henry tout à l'heure, les parents peuvent mettre en avant des motifs religieux ou philosophiques pour se faire dispenser de cette obligation. Et donc, devant ces épidémies qui repartaient en 2019 à partir de quartiers et de communautés juives intégristes très minoritaires, mais tout de même présentes là, à partir de cela, la rougeole a commencé à s'étendre dans la ville, et donc Bill de Blasio a eu très peur. Il était obligé de faire cesser ces exemptions pour motifs religieux.
En 2015, on avait déjà dû aux États-Unis faire cesser ces exemptions religieuses ou philosophiques en Californie. Et ce qu'on voit ici très clairement, c'est qu'en fait, cette liberté religieuse, c'est plutôt une liberté de nature, enfin c'est plutôt ce qui se cache derrière, c'est plutôt une revendication de liberté tout court, et donc c'est-à-dire c'était quelque chose de beaucoup plus politique que religieux. Les discours ne mettent en avant que la liberté des parents. Sur d'autres photos, on va voir le danger des vaccins. Sur d'autres photos, on va voir aussi que finalement les États obligent les parents à déscolariser leurs enfants. Donc c'est des thèmes éminemment politiques ou liés à la sécurité vaccinale, beaucoup plus, carrément beaucoup plus que la liberté religieuse. Donc là, je pense qu'on peut parler un peu de prétexte par rapport à ça. Alors, est-ce que la France est complètement en dehors de tout ça? En fait, non. Et il s'agit là aussi de mouvements qui sont de sectes ou de mouvements à caractère religieux qui sont très, très minoritaires, mais qui ont eu des conséquences sanitaires non négligeables. C'est assez bien étudié par Lucie Guimier, qui est une géographe qui a travaillé sur justement l'anti-vaccination, la vaccination dans différents pays, dans différentes régions de France. Elle a en particulier publié dans la revue de la Miviludes, donc l'Observatoire des sectes, il y a 4 ans maintenant, un article très intéressant où elle montre cette carte, que les patients zéro, c'est-à-dire, on entend parler maintenant des patients zéro avec la Covid-19, les patients zéro, donc les premiers cas signalés de rougeole en 2008, étaient issus d'écoles très particulières, parce que ces écoles de la congrégation religieuse de la Fraternité Saint-Pédis, donc on peut dire des intégristes catholiques que vous connaissez sans doute. La Fraternité Saint-Pédis, c'est vraiment des intégristes catholiques, je ne sais pas comment dire autrement. Et donc les points en bleu foncé sont les points d'où sont partis les foyers de rougeole en 2008. Et en 2015, la même situation s'est retrouvée, alors plus avec la Fraternité Saint-Pédis, mais toujours avec des écoles, et des écoles Steiner. Je vous ai parlé tout à l'heure du courant anthroposophique, ce courant ésotérique du début du XXe siècle, pour lesquels il y a une interaction, un conflit entre le développement karmique et les cycles de réincarnation et la vaccination. Et bien justement, en 2015, le patient zéro venait d'une école de Colmar, qui lui-même s'était contaminé en Suisse, je crois, ou en Allemagne, dans une autre école du même courant. Donc des sectes très très minoritaires, mais qui peuvent être à l'origine, comme en Pays-Bas, comme ici, d'épidémies, malheureusement. Donc ces arguments religieux, donc on voit ici, ils sont pas tellement, là c'est purement religieux, mais comme on l'a vu ici, ces arguments sont quand même assez politiques, plus politiques que religieux en tout cas, mais ils sont aussi parfois moraux. Et en fait, comme l'a dit tout à l'heure Laurent Henry, une vaccination, c'est quand même aussi une violation du corps, c'est une intrusion. C'est aussi pour les familles une intrusion dans la cellule familiale, qui actuellement a plutôt tendance à revendiquer, les mères de famille en particulier aux États-Unis revendiquent le fait de devoir savoir elles-mêmes ce qu'elles vont faire avec leurs enfants et l'État n'a pas à leur dire ce qu'elles doivent faire. Donc une revendication de liberté individuelle, mais aussi, si on s'intéresse au cas des vaccins contre les infections sexuellement transmissibles, il y a quand même des courants moraux, voire moralisateurs, qui ont tendance à penser que les vaccins anti-hépatite B ou anti-papillomavirus sont des permis de débauche. Voilà. Donc il y a même des courants qui l'ont dit comme ça il y a une dizaine d'années. Comme ces vaccins seraient des autorisations de licence, voire des incitations à la débauche, etc. Et ça peut aller de la militance jusqu'à une simple réticence, ça peut commencer à une simple réticence vis-à-vis du vaccin hépatite chez les bébés, qui a fait polémique en France il n'y a pas longtemps, où les parents ne voulaient pas vacciner un bébé contre l'hépatite B parce qu'ils pensaient qu'il n'avait pas qu'on était très très loin de l'âge de la sexualité. De même pour le vaccin papillomavirus avant la puberté, les mères ont du mal à se projeter dans la vie sexuelle de leur petite fille quand elle a 9 ans, ce qui peut se comprendre, mais en même temps qui cache des arguments quand même un peu moralisateurs ou parfois puritains. Dernier volet de ces courants religieux, on la doit peut-être à des organisations militantes catholiques, qui sont en particulier Human Life International et Provida,
qui sont plus ou moins Human Life International, c'est plutôt américain du Nord, Providas, ça vient plutôt du Brésil. Donc ces organisations militantes catholiques se sont illustrées parce qu'elles sont la plupart du temps anti-avortement, mais elles sont aussi opposées à justement ces vaccins contre le papillomavirus. Et parfois, cette opposition, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle va jusqu'à une peur de stérilisation. Et ça a justement pris, ça prend très très bien cette peur de stérilisation dans les pays où l'empreinte coloniale a laissé une marque indélébile, comme le vaccin d'une certaine façon, parce que ce vaccin a été considéré au moment de la colonisation comme un marquage par le colonisateur, marquage asservissement, marquage recensement, marquage parfois vu aussi comme un baptême. Les musulmans algériens pensaient que les Français allaient les baptiser chrétiens en même temps qu'ils les vaccinaient. Et aussi, ce vaccin serait aussi un moyen de stériliser les populations autochtones. Bon, cette empreinte coloniale et cette mémoire un peu triste de campagne de vaccination souvent assez brutale, en plus est venue en écho avec une confusion regrettable qui a eu lieu dans les années 90, que j'aurais pas le temps de vous expliquer en détail, mais en gros, des scientifiques voulaient développer un vaccin contraceptif en utilisant l'anatoxine tétanique comme adjuvant, c'est-à-dire comme aide à la vaccination. Et en fait, quelqu'un, quelque part, a mal lu la publication scientifique et a compris que le vaccin antitétanique, lui, allait être un vaccin contraceptif. Et donc, en fait, on a vu ça comme une tentative de stérilisation des populations africaines. Et on a parlé d'extinction de la race, complot colonial, etc. Bon, peut-être aussi que derrière tout ça, il y a un lien inconscient entre deux pratiques contre nature, puisque là aussi, ça fait bien sûr écho à des arguments naturalistes, contrôle des naissances, contrôle des infections, est-ce que tout ça n'est pas un peu la même chose? Ça peut paraître anecdotique, malheureusement ça ne l'est pas du tout. En Afrique, les campagnes qui relaient les messages de stérilisation par les vaccins sont continuelles. Et c'est vraiment un des gros problèmes, même au niveau de l'OMS, de lutter contre ces rumeurs. Et malheureusement encore, la revue Nexus, qui est une revue française qu'on pourrait qualifier sans trop d'abus de complotiste, a relayé cette photo que vous voyez ici, en 2010, un exercice de stérilisation de masse, déclarent des médecins kényans qui ont trouvé un agent anti-fertilité dans le vaccin contre le tétanos. Donc voilà, ça c'est vraiment triste quand on connaît la nécessité de la vaccination en Afrique. Et puis je terminerai cet exposé par peut-être le dernier avatar de l'antivaccinisme contemporain, qui renaît constamment depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire Big Pharma. Et donc seulement pour vous dire qu'on est passé petit à petit en un siècle de ce qu'on pourrait appeler Big Brother, qui était l'État vaccinateur, à Big Pharma, qui est la grande nébuleuse qui va tous nous empoisonner et nous ruiner aussi. Et donc ça, c'est le lien en fait vaccin et complot depuis l'origine. On va retrouver ce complotisme vague, enfin plus ou moins vague. Le complot au départ, c'était ce qu'on appelle le complot maintenant, c'était simplement le soupçon. Donc le soupçon vénal, c'est-à-dire les inoculateurs, les médecins inoculateurs vénaux qui pratiquaient dans les salons. Voilà, on a très très vite dit qu'ils faisaient ça pour s'enrichir. Au moment de l'Institut Pasteur, on a appelé cet institut une usine rabique. Voilà, l'usine voilà, va faire de l'argent et rabique va empoisonner. Donc là, on a à la fois le côté argent et le côté poison. Et donc finalement, le complot, c'est toujours le soupçon de l'enrichissement et le soupçon de l'empoisonnement. Quand en plus on a une obligation vaccinale, l'État devient complice de tout ça. Et finalement, notre période actuelle où on a une industrialisation quasiment obligatoire de la production des vaccins pour en faire en grande quantité, pour faire des produits de plus en plus techniques et de plus en plus contrôlés, cette industrie, bien sûr, elle va générer des bénéfices comme toutes les industries en régime capitaliste. Et en fait, ce qui est le plus décrié et le plus craint et mis à l'index, d'une certaine façon, c'est tout ce lien entre l'industrie, les agences sanitaires et l'État. En France, il n'y a pas un seul ministre de la Santé depuis 15 ans qui n'a pas été accusé à un moment donné de cette collusion. Qu'il soit médecin ou pas, de toute façon, vous allez trouver sur les réseaux sociaux des gens qui vous disent que l'argent va directement dans la poche du ministre de la Santé. Donc, quels sont les groupements,
les groupes politiques qui sont concernés par ce complotisme, alors là, ça a été étudié par d'autres que nous, mais là aussi, on ne va pas pouvoir trouver de couleur politique particulière, mais on va trouver en revanche des gens qui sont soit en dehors, en marge, aux marges de la société, qui se sentent exclus et qui vont trouver comme ça un moyen très facile d'expliquer des choses très compliquées, qui peuvent être très à gauche, qui peuvent être très à droite, et qui en tout cas vont avoir des positions par rapport à la liberté individuelle et par rapport, enfin surtout c'est ça qui est mis en avant, par rapport aussi à un rejet du politique qui va les classer en général un peu dans des positions extrêmes. Les complots en tout genre, c'est on nous tue, on nous ment, on nous abuse, on nous vole, etc. Et puis, bon, évidemment, l'industrie pharmaceutique génère des bénéfices, il ne peut pas en être autrement. Les vaccins n'en représentent qu'une faible partie, hein, c'est autour de 15% à peu près. Les prix sont négociés, les risques sont minimisés à l'extrême. De toute façon, la première industrie qui aura un problème avec un vaccin, je crois, est morte. Hein. Donc, l'enjeu est énorme, hein, plus de 1000 tests pour fabriquer un vaccin hexavalent. Les pénuries, en revanche, sont inacceptables. Et voilà, je terminerai par ces images d'un auteur américain qui sont quand même des images très, très chocs, hein, où on retrouve Big Pharma, avec tout son cortège de poisons. Et voilà, ça serait un autre débat, mais finalement, dans ce soupçon, actuellement, il y a beaucoup de soupçons d'empoisonnement. Je vous remercie, et puis on est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. À bientôt.